Madame, Monsieur, bonsoir. Au sommaire de cette édition, le retour du trafic normal sur la nationale Koya-Forêt-Caria. Le pont de Fagné est réparé, mais attention aux gros porteurs. Le ministère des Travaux publics fait des recommandations. Journée calme à Conakry. Suite au communiqué hier du gouvernorat, les forces de sécurité étaient discrètement déployées le long des axes routiers de la capitale. Objectif à protéger les citoyens et leurs biens. Madame, Monsieur, bonsoir. Seulement 2 titres ce soir et bienvenue dans cette édition. Une bonne nouvelle, la circulation routière a repris son cours normal sur la nationale Koya-Farana. Le pont de Fagné a été réparé. Hier dimanche, le trafic était particulièrement compliqué. Plus de 7 heures d'attente des 2 côtés de l'ouvrage. Cette parenthèse est refermée. Le ministère des Travaux publics a des recommandations, notamment pour les gros porteurs. Ansouman Toumani Kamara. Soulagement total pour ces usagers après plus de 7 heures d'attente ce dimanche de part et d'autre de ce vieux pont entre Koya et Forêt-Caria. Hérité de la colonisation, le pont de Fagné est âgé de 63 ans. Depuis le 12 courant, 5 de ces 107 poutres transversales ont cédé sous l'effet des surcharges. Les travaux de réparation de 2 jours ont consisté à les remplacer et à renforcer le platelage et ses accessoires. Les travaux effectués, vous êtes là, vous voyez, on a changé les poutres transversales, 5 et les contreventements. Et puis on est en train de renforcer maintenant la soudure pour pouvoir terminer les travaux. Les platelages n'ont pas de problème. Vous savez, voilà, on les a renforcés quelques-uns, sinon il n'y a pas de problème. Et puis les gens, quand ils rentrent dans le pont, ils accélèrent. Au lieu de rouler doucement, avec du surpoids, ils accélèrent, c'est ce qui fait ce problème. Construit en 1955, le pont métallique de Fagné à Forêt-Caria, comme beaucoup d'ouvrages de son âge, devient fragile sous le poids des camions surchargés. Je profite encore de l'occasion pour dire au peuple de Guinée que le ministre des Travaux publics est vraiment engagé, est vraiment déterminé avec son département à faire de sorte que les surcharges puissent être limitées sur vraiment le réseau routier. La saison des pluies de cette année vient avec une sorte de syndrome de pont effondré dans le pays. Plusieurs ouvrages de franchissement ont cédé cette année et d'autres ont montré des signes de dégradation. De l'avis des spécialistes, l'opérationnalisation des points de pesage et l'élaboration d'une politique cohérente d'entretien préventif sur nos routes sont indiqués comme des solutions en attendant leur reconstruction. Un pont sur la nationale Koya-Forêt-Caria. Dans l'actualité encore, la prévention des crises sociales, comment y parvenir? La question préoccupe le ministère de l'Unité nationale et le consortium des organisations de la société civile. Les 2 parties expérimentent une nouvelle approche, la sensibilisation communautaire. Plus de 50 agents sont mis à contribution. Bernard Tonguino, Valérie Talimane. Face aux crises sociales à répétition dans le pays, le ministère de l'Unité nationale et des plateformes de la société civile tirent la sonnette d'alarme. Une opération de sensibilisation en faveur du civisme et la non-violence est lancée. L'initiative est entamée par la formation des moniteurs communautaires chargés de la collecte d'informations dans les zones à risque afin de véhiculer les messages de civisme et de paix. Vous savez, la prévention des conflits est la meilleure arme dans la lutte contre les conflits violents. Alors on s'est dit, il faut vraiment que les gens apprennent à détecter les signaux des conflits dès leur début, avant que les conflits ne dégénèrent. Alors c'est pour cela que nous sommes dans un processus d'opérationnalisation du système d'alerte précoce et de réponse rapide. Ce système tient en compte vraiment tous les aspects de la sécurité humaine dans le pays. Parce que ce sont des jeunes, vous savez, souvent les jeunes sont au devant des scènes de violence. Nous on s'est dit qu'il faut que les jeunes soient cette fois-ci les acteurs de paix, au lieu qu'ils soient auteurs de violence. Ce programme copiloté par l'État guinéen, le consortium des organisations de jeunesse bénéficie de l'appui de la CEDEAO. Un accompagnement qui s'inscrit dans le cadre du projet ouest-africain d'appui aux initiatives locales des jeunes.
La mise en place d'un système d'alerte précoce et de réponse rapide au niveau régional renforce le système de maintien de la paix et de la sécurité de la CEDEAO. L'un des objectifs, comme vous le savez, des objectifs principaux de la CEDEAO, c'est le maintien de la paix et de la sécurité dans la sous-région et surtout dans les pays membres. Et cette activité nous permet d'atteindre cet objectif et de renforcer aussi l'intégration régionale. Pendant 3 jours, ces moniteurs communautaires venus des différentes régions du pays vont s'approprier les techniques d'alerte précoce et réponse rapide afin de prévenir ou gérer toute éventualité. L'approche est basée sur la vulgarisation du civisme pour la consolidation de la paix en Guinée. Les régions de Conakry, Kankan, Farana et Zérékoré sont les premières zones ciblées par l'opération. Et puisqu'on parle de crise sociale, il y a eu un communiqué d'interdiction hier du gouvernorat de Conakry de la marche projetée par les forces sociales. Ce matin, la sécurité était partout dans la capitale pour rassurer les citoyens. Le point avec Alpha Isiagaba. Depuis 5 h du matin ce lundi 23 juillet, les points stratégiques du trafic tels que les ronds-points et carrefours de la capitale sont marqués par une présence discrète des forces de police et de gendarmerie. Un dispositif pour empêcher tout regroupement ou occupation illégale de la rue. Il y a 24 heures, le gouvernorat de la ville de Conakry a interdit la marche projetée par les forces sociales. Nous sommes là ce matin sur instruction du gouverneur de la ville de Conakry pour l'interdiction d'une marche que voulaient projeter les forces sociales du rond-point de Tannery ici en passant par l'aéroport Bambeto et l'esplanade du stade comme la fois passée. Puisqu'elle est interdite et les gars ont voulu persister et ne pas respecter les instructions du gouverneur. Pour une question de prévention, nous avons occupé les lieux et le matin ils ont tenté par 2 fois de venir s'installer, on a pu empêcher et tout est rentré dans l'ordre, tout se passe bien. Les 7 compagnies mobiles d'intervention et de sécurité de Conakry sont déployées sur le terrain. Sur l'autoroute Fidel Castro et les corniches, le mot d'ordre des syndicalistes et des forces sociales est ignoré dans le trafic. Sur la route Le Prince, les commerces sont restés fermés, mais la circulation n'a pas été interrompue. La police a été prompte à disperser les regroupements sur certains axes routiers. Le matin ici à la tannerie, ils ont fait exprès, ils sont venus, ils ont tenté. Les forces de l'ordre, il a fallu qu'on les gaze pour qu'ils se dispersent. Certains sont rentrés dans des concessions. Pour une deuxième fois, les 6 éléments ou les 7 éléments qu'on a eu à arrêter ont fait un sitting devant les véhicules de police sur le goudron qu'ils ne quittent pas. Depuis le réajustement des prix du carburant à la pompe, acteurs sociaux et syndicalistes sont invités à négocier avec le gouvernement sur des mesures d'accompagnement. Le médiateur de la République œuvre à favoriser la concertation dans cette crise sociale. Une crise née du réajustement du prix du carburant à la pompe. Si les premières négociations n'ont pas vraiment abouti, les citoyens auxquels nous avons tendu le micro ce lundi pensent que la seule solution, c'est autour de la table. Seul le dialogue peut permettre de trouver la solution. Suivez. Il n'y a pas de mouvement. Moi, je parle de mouvement. Moi, je pars à l'Ambagne. Tous les jours de mars, là, normalement, les syndicalistes doivent laisser l'affaire de mars, là. Je demande à la population vraiment de mettre un peu d'eau dans leur verre. Parce que c'est nous qui souffrons. Quand ça paye, les autres sont dans les bureaux, dans les climatiseurs. Et nous autres, nous sommes sous le soleil, nous sommes sous la pluie. On ne peut pas quitter très loin, tu viens, tu ne travailles pas. Il n'y a même pas de véhicule, rien ne marche. Ils sont là-bas pour nous, nous aussi nous sommes là pour eux. C'est pourquoi, quel que soit payé, on se déplace, on vient pour libérer au moins certains véhicules qui se déplacent. Ce que j'ai à lancer surtout à cette équipe syndicale est vraiment de jouer un rôle purement syndical. Syndical, oui, ils vont jouer ce rôle syndical, mais le mieux est d'aller à la table de négociation. Et cette négociation va vraiment aboutir à une bonne résolution, à une bonne idée qui va vraiment nous conduire à une paix vraiment durable et à l'épanouissement vraiment de notre Guinée.
Des propos recueillis par Mounir Bari. La préfecture de Kankan peut compter sur sa jeunesse, des jeunes dont le souci majeur aujourd'hui est la préservation des acquis de la Troisième République. La région a changé et une délégation est venue demander au Premier ministre chef du gouvernement de transmettre les remerciements et la gratitude du Nabaya au président Alpha Condé. Compte rendu d'audience, Adi Kamara. Ils sont tous responsables des 21 sections du RPG Arc-en-Ciel de la Haute-Guinée. Ils sont à Conakry pour une mission, c'est celle de visiter les chantiers ouverts par le professeur Alpha Condé, président de la République. Ici, les secrétaires généraux de la jeunesse du RPG Arc-en-Ciel de la Haute-Guinée ont tenu devant le Premier ministre Dr Ibrahima Kassoulou Fofana à réaffirmer leur soutien indéfectible aux actions de développement du professeur Alpha Condé. On est venu pour qu'il nous rassure. D'abord lui dire que la jeunesse de la Haute-Guinée, la jeunesse du RPG Arc-en-Ciel de la Haute-Guinée est mobilisée derrière son président, le professeur Alpha Condé. C'était d'abord notre mot. Il fallait le rassurer de cela. Ensuite, l'entendre parler de ce président, nous dire exactement qu'est-ce qu'il a comme projet pour la Guinée, aux côtés du professeur Alpha Condé. On a vu beaucoup de choses. On a vu Kaleta, on a vu Sopeti. On est en train de vivre aussi les problèmes de l'eau, l'électricité, au tôle consort. Mais ce qu'on a dit, le Premier ministre nous a assuré que dans quelques jours, il y a beaucoup de projets qui doivent le faire à Haute-Guinée. Pas Kankan seulement, Haute-Guinée, le plan de développement. Nous aussi, on est tous derrière le professeur Alpha Condé. Ce qu'il est en train de faire, tout le monde voit. Mais ça manque de communication. Mais nous, tous les secrétaires généraux de la jeunesse maintenant, on est devenus maintenant comme les communicateurs. Nous tous va communiquer. On est devenus maintenant les presse. Ce qu'il est en train de faire, nous on va communiquer à la base. En tout cas, on est là pour remercier le professeur Alpha Condé. On est là pour remercier le chef de gouvernement, M. Kassoulou Fofana. Tous les jeunesses de Haute-Guinée, ils sont tous derrière lui. Le moment était opportun pour le Premier ministre Dr Ibrahima Kassoulou Fofana de revenir sur les progrès réalisés par le professeur Alpha Condé. Vous avez raison de faire le déplacement pour observer de vos yeux ce que vous voyez. Notre champion, le professeur Alpha Condé, travaille. Il travaille pour la Guinée. Les Guinéens le regretteront, le sauront après lui. Je ne suis pas un démagogue. Je ne suis pas dans le besoin pour moi-même. Si j'ai accepté de fondre mon parti dans son parti, de lier mon sort au sien, c'est en connaissance de cause. Parce que je suis convaincu qu'il est bon pour la Guinée. Alors vous qui êtes les premiers membres de ce parti, vous qui êtes la région d'origine de notre champion, il ne faut pas vous y tromper. Il ne faut pas qu'on vous trompe. Vous devez tenir, défendre la ligne du parti. Parce que c'est la ligne juste. Défendre notre champion. Parce que ce qu'il a réussi en Guinée, personne ne l'a jamais réussi. Dabola est réglé en termes de conception, mais ça prend du temps. Ça va prendre un léger temps. Le Couperol revient. L'AFD va aider la Guinée à soutenir le programme de développement. Le gouvernement va prendre des actions. Le 3, peut-être plus d'autres partenaires comme la banque, on va les insérer là-dedans pour que Dabola puisse servir à la fois la relance de la production arachidière, l'industrie d'huile et les programmes de développement communautaire, les routes, les écoles, les santé, tout est prévu. Qu'en est-il de l'énergie? Ce qui s'est passé, je vais vous dire, en termes énergétiques, il y a 4-5 ans, vous avez suivi, il y a même des Chinois et Coréens qui étaient partis à Kankan pour parler de Kankan. Pour l'énergie solaire, Kankan devait être la première ville. Malheureusement,
Tout était prévu. Ils ont même trouvé du terrain, ils ont déblayé le terrain. Oui. Le Chinois est mort. Oui. C'était un investissement privé. Ça a tué 3 années d'efforts. Sinon, Cancan serait dans la lumière aujourd'hui. Depuis 2 ans déjà. C'est ça la vérité. Non seulement Cancan, parce que ce programme couvrait 4-5 villes de la Haute-Guinée. Je me souviens bien parce que c'est moi qui l'avais négocié. Avec 10 MW à Cancan, 5 MW à Dabola, 1 MW à Farana, 3 à Farana, etc. Toute la Haute-Guinée était couverte. Malheureusement, à la dernière seconde, le Chinois est mort. C'est un investissement privé. Ses partenaires n'ont pas pu continuer. Mais allez à l'énergie, si vous n'êtes pas encore parti, on va vous dire ce qui est prévu pour la Haute-Guinée en termes énergétiques. C'est clair. Et même en énergie, à demander à Kaba Guiter, qu'est-ce que c'est le projet qu'on appelle Covid, où nous sommes rendus en investissement privé, c'est le projet le plus grand de la Guinée, avec l'appui du président que Kaba est en train de réaliser. Parce que nous parlons de plus de 400 millions de dollars de projet. C'est vrai. C'est privé, mais c'est avec l'appui du gouvernement. La garantie de l'État au bailleur de fonds. On est en train de monter ça avec l'appui du président de la République. Concernant donc la sécurité des populations et de leurs biens, Dr Ibrahima Kassory Fofana a insisté sur la promotion de la culture démocratique et de la citoyenneté dans le pays. L'ordre public est l'une de mes priorités, des priorités de ce gouvernement. On va établir l'ordre public en Guinée. Je l'ai dit, je le répète, entre la loi et l'ordre public, la sécurité des citoyens, j'ai choisi l'ordre public, sans lequel rien ne peut être fait. La démocratie a ses obligations, ça c'est droit, mais c'est devoir aussi. Au nom de quoi des partis politiques, des sociétés civiles, des syndicats peuvent prendre en otage tout un pays. Lundi, grève. Mardi, ville morte. Mercredi, marche. J'ai dit, montrez-moi un pays au monde où ça fonctionne comme ça. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Simplement parce que le professeur Alpha Condé a sorti la Guinée de l'ombre. Il veut en faire un bijou. On veut l'en empêcher. La mission prendra fin demain à Conakry et ses responsables vont former des groupes de jeunes en Haute-Guinée en vue de communiquer largement sur les nombreux chantiers réalisés et en cours de réalisation initiés par le professeur Alpha Condé, président de la République. Le gouvernement guinéen continue d'aider au retour des compatriotes en souffrance en Libye, en partenariat avec l'OIM pour faciliter ce rapatriement. Beaucoup de jeunes tentent l'aventure mais voient rapidement leur rêve se transformer en cauchemar et le retour au bercail devient un salut pour eux. Mohamed Lamine Camara. Depuis le début de cette année, plusieurs centaines de jeunes migrants guinéens ont été rapatriés de Libye. Des jeunes qui arrivent au bercail après avoir échoué dans leur tentative de migration clandestine. Ces opérations de rapatriement sont exécutées grâce à la collaboration entre l'Organisation internationale des migrants OIM et le gouvernement. Pour renforcer ces relations, le directeur régional pour l'Afrique de l'Ouest de l'OIM et le chef du département de l'administration du territoire échangent sur des questions humanitaires. C'est le ministère avec qui nous travaillons sur beaucoup de questions migratoires, notamment le retour de tous ces Guinéens qui reviennent de Libye et que vous avez certainement vu arriver à l'aéroport. Dont nous avons discuté ça, le travail humanitaire que nous faisons ensemble, aussi le travail au niveau de gestion des frontières,
et tous les défis qui nous restent pour l'avenir. Cet apport de l'OIM dans le processus de rapatriement est salué par les autorités guinéennes. Le ministre général Bourima Condé rassure son hôte de marque de la disponibilité du gouvernement à poursuivre cette collaboration avec la représentation de l'institution en Guinée. Nous avons aujourd'hui un dossier assez préoccupant que nous évoquons souvent, c'est celui de ce flux ininterrompu de jeunes enfants d'un âge variant entre 9 et 16 ans qui sont très souvent interceptés à Bounfourdo dans la préfecture de Koundara, et Dieu seul sait le poids social que cela représente. L'OIM a de très bonnes dispositions pour aider notre pays par rapport à ce dossier et par rapport à beaucoup d'autres. Alors vous comprendrez donc, comme je l'ai dit tantôt, que le département voit en la prise de contact de monsieur le directeur régional une bonne opportunité de réchauffer les relations entre l'OIM et la République de Guinée. De son côté, l'OIM exprime tout son engagement à contribuer activement dans la mise en œuvre du projet d'insertion sociale des migrants initié par les partenaires humanitaires. L'OMS vient de mettre à la disposition du ministère guinéen de la Santé un important lot de médicaments et d'équipements. L'objectif est d'aider le gouvernement guinéen à améliorer la couverture sanitaire. Pour ce cas précis, ce sont des maladies à potentiel épidémique qui sont ciblées. Sam Ratonno. Pour la prise en charge d'éventuels cas de maladies à potentiel épidémique en cette saison de pluie, l'OMS, Organisation mondiale de la santé, vient au secours de la Guinée. L'institution offre au département de la santé un important lot de médicaments et de matériel médical. L'OMS, nous avons un rôle d'intervention, de réponse aux urgences et épidémies dans le pays, dans le pays où nous sommes. Donc, dans ce contexte-là, le bureau de la représentation de l'OMS Guinée a jugé utile de faire cette donation au ministère de la Santé, sachant que nous sommes à la période hivernale qui sévit les maladies épidémiques comme le choléra, et ça vient à point nommé que nous remettions ce don au ministère de la Santé dans ce sens. Le choléra, la méningite, la fièvre Lassa sont parmi les maladies dont la menace se fait sentir. Pour leur prise en charge, plus de 50 sites de diagnostic et de traitement sont déjà identifiés à travers le pays. Nous disposons actuellement de 54 sites centenaires de surveillance de méningite, car la Guinée figure parmi la ceinture méningétique. On en a 17 préfectures où on a mis les sites de surveillance dans les localités qui ont révélé des cas de méningite durant les 10 dernières années, afin de détecter tout cas éventuel et organiser une riposte appropriée. Le Lassa aussi que vous avez connu en février dernier, et on n'avait pas de matériel de surveillance, donc nous avons formulé la demande auprès de l'OMS. Donc ce sont ces kits qui sont venus, principalement pour la méningite, pour la fièvre Lassa et pour le traitement des cas de maladies à potentiel épidémique dans nos centres de traitement épidémiologique. En plus de ces médicaments et matériel médical, l'OMS a déjà mis à la disposition des autorités guinéennes de la santé plusieurs engins roulants. Pendant ce temps, à la Caisse nationale de la sécurité sociale, on pense à comment minimiser certains types d'infections. L'institution vient de recevoir un appareil dont la fonction est d'éliminer des déchets biomédicaux, une façon pour elle de renforcer son dispositif sanitaire. Maurice Sidibé. Un appareil pour éliminer les déchets biomédicaux. C'est un appui de l'Organisation mondiale de la santé. Cet autoclave broyeur, formé d'une combinaison de systèmes de stérilisation et de broyage, a un volume de 150 litres pour une capacité de gestion, de traitement et d'élimination de 45 à 65 kg de déchets biomédicaux infectieux par heure. Son installation au centre de diagnostic de la Caisse nationale de sécurité sociale intervient après une visite effectuée il y a quelques mois par le représentant de l'OMS en Guinée, l'institution donatrice. L'hôpital ne doit pas être un lieu où on contracte normalement des maladies, mais malheureusement c'est un risque qui existe, d'où la nécessité de mettre en place un plateau technique
pour sécuriser les patients, sécuriser ceux qui fréquentent les formations hospitalières, mais aussi sécuriser la communauté alentour. Aujourd'hui, grâce au soutien de la tutelle et du conseil d'administration, les capacités du centre sont renforcées. Il compte aujourd'hui une radio os-poumon, une panoramique dentaire, une unité d'analyse de charges virales hépatite B et VIH. Le centre de diagnostic est le seul lieu de soins à bénéficier actuellement de cet appareil assez sophistiqué. Son coût est estimé à plus d'1 milliard de francs guinéens. Il va permettre d'éliminer de façon sécurisée les déchets biomédicaux provenant même des hôpitaux nationaux de la capitale. Une fois qu'on traite les déchets, on peut le mettre n'importe où. On peut aller le mettre dans les dépotoirs. Et si nous prenons ces déchets ici directement, on les amène au dépotoir de la carrière. Ça risque de contaminer la population. Mais une fois que ces déchets sont traités ici, ne sont plus, il n'y aura plus de victimes. Donc le risque est zéro. En ma qualité de ministre de tutelle, je voudrais remercier d'abord le professeur Alpha Condé qui a initié tout cela et féliciter le directeur national de la Caisse qui s'est mis au service du professeur Alpha Condé pour réaliser tout ce grand bijou. L'installation de cet équipement intervient à un moment où les travaux de la mise en place de l'imagerie par résonance magnétique avancent à la CNSS. Le ministre du Travail, responsable de tutelle, qui a pris part à la cérémonie de remise, a visité les autres unités médicales du centre de diagnostic de la Caisse. Je vous présente ce soir une jeune fille, ou plutôt sa situation. Elle a 16 ans et cette année, la jeune adolescente a vraiment tout abandonné pour se consacrer aux études. Objectif atteint puisqu'elle a décroché son brevet d'études du premier cycle. Je vous laisse imaginer le cadeau de la famille, ni bijoux, ni remerciements, mais un mariage forcé. La jeune fille n'est pas d'accord et l'a fait savoir. Mabintila Issouma. Elle n'a que 16 ans. Jusqu'hier, elle célébrait encore joyeusement son admission au BEPC. Pour cette réussite, ses parents lui ont réservé un cadeau étrange. Une première nuit de noces chez un cousin de mari. La jeune fille à la silhouette frêle est victime de mariage précoce. Une tragédie pour cette adolescente qui nourrit de grands rêves. Traumatisée, elle a trouvé des ressources pour se déjouer de la surveillance conjugale et appeler au secours. Mon papa, avant-hier, les jours passés, il m'avait parlé qu'il va me marier le 15 du mois c'est pas le mois de français, voilà, le mois de Nier. Mais j'avais dit que je ne suis pas prête. J'avais même parlé au garçon que moi je suis prête que dans 2 ans. Et là, comme j'ai dit que je ne suis pas prête, il a décidé de me marier par surprise. Et hier matin, j'étais couchée. Et c'est là qu'il est venu, il a fermé la porte pour que je ne me sauve pas. Il est rentré, il m'a dit de me préparer, qu'il va venir me marier tout de suite. Et là, il a fermé, il est parti, appeler ses sœurs, et elles sont venues me mettre. Elles sont venues me marier par le mariage religieux. Et ils m'ont mis dans la voiture pour m'amener à Wanindra, chez la famille du garçon. Ce n'est pas le premier cas de mariage qu'on a dans nos mains. Nous avions eu plusieurs autres cas. Et tout récemment, on avait eu un cas d'une petite fille de 14 ans. Et la procédure que nous avons abordée, c'était d'aller vers non seulement d'abord les autorités, mais revenir vers les médias aussi, c'est-à-dire communiquer à travers les médias. Mais le projet nous a beaucoup accompagnés dans ce sens. À l'Office de protection du genre, de l'enfance et des mœurs au PROGEM, elles sont reçues dans ce bureau. Elles déposent une plainte pour mariage précoce et forcé. L'inspecteur en charge de l'affaire a déjà ouvert le dossier. Si les faits sont avérés, les parents de la victime encourent 3 mois à 1 an de prison. Un soulagement
pour la victime et ses défenseurs. La fille pourra maintenant être à l'aise du côté de ce mariage, parce que vraiment elle veut vraiment que ce mariage soit annulé. Donc déjà qu'elle a porté plainte et que le procès est déjà fait, et alors ce qui reste à faire, c'est d'aller vers les parents et voilà, leur dire voilà, il y a la loi qui existe, attention, l'article 319 du code pénal interdit le mariage des enfants, alors à vous d'arrêter de donner un mariage des petites filles et que la fille sera sauvée de ce mariage. Selon le club des jeunes filles leaders, plusieurs autres adolescentes sont victimes de mariages précoces et forcés dans le pays. Celles qui réussissent à briser le silence, comme la fille de Wanindara, bénéficient d'un soutien des autorités qui les rétablissent dans leurs droits. C'est tout l'espoir de cette jeune fille dont la sœur cadette aussi serait donnée en mariage dimanche prochain. Dans l'actualité encore, le nouveau patron de la DPJ, direction de la police judiciaire, a pris fonction ce matin. Il semble mesurer l'ampleur des défis qui l'attendent. C'est le premier élément de l'actualité nationale en plus bref. Moussa Bangora. Cet événement se déroule à Frigyagbe dans la préfecture de Kindia. Il porte sur la sensibilisation des communautés, sur les droits de la jeune fille et de la femme. Il s'agit là d'amener ces chefs de famille à scolariser les enfants, surtout les jeunes filles, mais aussi à lutter contre toute violation et pratiques néfastes comme les mariages précoces et l'excision. Cette mobilisation sociale est coordonnée par la Direction régionale de l'enfance et la Fédération Mounafani de Kindia. Nous tendons la main à toute la communauté de Tembaya, de la préfecture de Kindia et précisément dans les 5 préfectures de ne pas du tout exciser les filles, de ne pas donner les filles en mariage précoce, c'est-à-dire quand la fille n'a pas ses 18 ans, elle ne doit pas aller, elle ne doit pas toucher l'homme, c'est ça. Donc parce que là, quand la femme se marie avant 18 ans, c'est pas une bonne chose. Le nouveau patron de la Direction nationale de la police judiciaire a été installé ce matin dans ses nouvelles fonctions. Jusque-là, directeur national adjoint de la DPJ, Abdul Malik Kone, remplace à ce poste Abdul Gadri Kondé après 7 années passées à la tête de la DPJ. Les ressortissants de Guingui dans la sous-préfecture de Gongoré, préfecture de Pita, renouvellent leur bureau exécutif après 3 ans de mandature. L'occasion est mise à profit pour expliquer le rôle de la jeunesse dans la promotion de la paix et la quiétude sociale. Notre priorité pour le moment, c'est de relancer notre champ d'agriculture, notamment les pommes de terre, c'est nous, parce que nous avons une terre très fertile pour le champ de pommes de terre. Et c'est la fin de cette édition d'information. Merci à vous qui nous suivez depuis Lelouma et Boké. Bonsoir et à demain.